vous laisse découvrir sur l'écran le dessin qui illustre les résultats de mes recherches. Hein. On voit donc la Terre aujourd'hui, et puis différents âges de l'univers jusqu'au Big Bang. Et comme vous pouvez l'observer, à part vous, moi je n'ai rien trouvé avant le Big Bang. Alors que pouvez-vous nous dire sur les premiers instants? Ah, voilà, la grande question, elle est très importante parce que c'est celle que se pose, ou que devrait en tout cas se poser la plupart des scientifiques qui se préoccupent de cette question de l'origine de l'univers. Oui, c'est la question qui vous pose aujourd'hui. En tout cas, c'est la question que nous nous tout à l'heure posons. et qui vous pose aussi des problèmes. Oui, qui nous pose, en effet. On en parlera tout à l'heure. Lorsque, en 1991, nous nous sommes posé cette question de l'origine du Big Bang, nous sommes demandé, face à ce déferlement d'énergie que vous avez évoqué tout à l'heure, 10 puissance 19 giga-électronvolts. Donc là, on parle de choses 10 puissance 32, 10 puissance 32 degrés Kelvin. Ça correspond à quoi, 10 puissance 32 degrés? Ça correspond à 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. D'accord. 10 puissance 27, c'est milliards de milliards de milliards. En gros, et puis, on va rajouter jusqu'à 32, 100 000. Bon. Donc, ça nous donne un ordre de grandeur qui est absolument inimaginable, vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, cette énergie colossale, cette température inouïe, cette densité phénoménale, question, d'où est-ce que tout cela vient? Ça déclenche ce qu'on appelle le Big Bang. Mais d'où vient le Big Bang? Lorsque nous avons posé cette question en 91, personne, pas un des scientifiques, on en a interrogé des dizaines, même des centaines, pas seulement en France, pas seulement en Europe, dans le monde entier, pas un de ces scientifiques ne nous a répondu. On nous a même dit, cette question est absurde. C'est quoi? C'est tabou? C'est tabou ou c'est parce qu'à l'avance, on imagine ne rien trouver? Parce que ça fait partie de la liste des questions interdites. Des questions dites interdites. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de sites qui, aujourd'hui, sur Internet, propagent encore cette idée, qui me semble absurde, selon laquelle il est totalement vain, ridicule, de se poser la question de savoir ce qui pouvait exister, ce qui a pu causer le Big Bang et ce qui pouvait exister avant. C'est pourtant ce que nous avons fait. Igor et moi, nous nous sommes dit, puisqu'on n'a pas la réponse, on va aller la chercher nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous avons, en 1991, décidé de nous réinscrire à l'université. On a tourné la page de 10 ans de présence sur TF1 avec Temps X, et on s'est décidé à reprendre le chemin de l'université, humblement, parce qu'il faut se dire que quand on revient au départ dans la vie étudiante, eh bien, on considère qu'on ne sait plus rien ou presque rien. Et on a recommencé ce chemin pour maîtriser d'abord les instruments mathématiques, et ensuite, à partir de là, les instruments physiques. Et vers le milieu des années 90, vers 1995-96, on a commencé à extraire les premières réponses. Et vers 1999, au moment de la soutenance des thèses à l'école polytechnique, eh bien, un début de réponse était là. Et en quoi consiste cette réponse? Eh bien, elle nous a amené à comprendre trois choses. La première et la plus importante de ces conquêtes, on va dire conceptuelles, c'est de réaliser que l'univers, au moment où il naît sous une forme physique, sous une forme matérielle, explosive... À partir de rien, à ce moment-là. Oui, alors il naît sous cette forme-là, à l'instant du Big Bang. Simplement, ce que beaucoup de physiciens ne savent pas ou confondent, parce que même souvent on voit cette confusion apparaître partout dans des écrits, y compris dans des articles qui pourtant devraient véhiculer une autre image, ils parlent d'un instant zéro à propos de ce moment du Big Bang. Or, ce n'est pas vrai. Le Big Bang, ce n'est pas vrai. Le Big Bang ne correspond pas à l'instant zéro. Il correspond à un instant que les physiciens théoriciens ont fini quand même par comprendre comme étant celui décrivant la réalité, qu'on appelle l'instant de Planck. Et cet instant de Planck, c'est une fraction de seconde, extrêmement petite. Qui a eu lieu avant, juste avant. Non, non, qui est au moment du Big Bang. D'accord. 10 puissance moins 43 secondes. C'est-à-dire un zéro, une virgule et 42 zéros derrière la virgule. Donc c'est très 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 petit. C'est des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de secondes. Hein, c'est un milliardième de milliardième, etc. Mais ce n'est pas l'instant zéro. Donc il y a forcément une causalité qui doit être repérée comme étant précédent à cet instant de Planck. Et au moment où l'univers naît, il n'a pas 0 centimètre. Il a cette longueur élémentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la longueur de Planck. Donc ces grandeurs de Planck, cette échelle de Planck, définit l'univers, tout l'univers, au moment où il naît. Alors déjà,
il faut se représenter ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce que l'on appelle la matière-énergie, la totalité de ce qui va être ensuite les galaxies, les étoiles tout par ça est milliards, contenu dans cette longueur. Et dans cette longueur élémentaire qu'on appelle la longueur de Planck. D'accord. C'est l'univers observable qui est comprimé dans cette longueur élémentaire. Déjà, pour l'esprit, c'est quand même un jeu relativement difficile à admettre, et pourtant, c'est ça. D'accord. Question, dans cette particule élémentaire, mais d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que cela a été, en quelque sorte, découvert? Tout simplement parce qu'en 1929, Hubble, dont j'ai parlé tout à l'heure, a montré que l'univers était en expansion. Cette expansion a été d'innombrables fois depuis prouvée, mesurée, avec notamment ce fameux taux d'expansion, qui nous a permis de comprendre que lorsqu'on rembobine le film cosmique à l'envers, eh bien, quand on revient dans le passé, l'univers devient de plus en plus petit. Et on a donc calculé qu'il y a 13 milliards 750 millions d'années, la limite, c'était celle-là, la limite dite de Planck. Oui, mais ce qui est important, c'est que Grishka vient de parler de 10 puissance moins 43 secondes. Il faut se représenter ce que ça veut dire. C'est 0, une virgule, 42 zéros derrière et puis un petit a. Cela, c'est donc le temps de Planck. Pas sa longueur. Mais, pas sa longueur, parce que la longueur, c'est 10 puissance moins 33 cm. Mais la question que les physiciens semblent ignorer, c'est très bien. On dit que l'univers apparaît au temps de Planck, c'est-à-dire à 10 puissance moins 43 secondes. Après, mais après quoi? Eh bien, après le zéro. Et c'est cet intervalle compris entre le 10 puissance moins 43 secondes et le zéro que Grishka, malgré la réticence de l'ensemble de la communauté scientifique, nous nous sommes donc décidés d'aller explorer. Parce que, pour nous, il existe bel et bien un instant zéro, qui n'est pas l'instant de Planck, mais qui est le véritable instant originel qui fait que l'univers a commencé à exister à ce moment-là. Et quand je dis commencer à exister à ce moment-là, c'était peut-être un petit peu trompeur. Parce que ce que nous disons dans nos travaux, ce que nous avons vu, c'est que nous vivons dans un univers qui est un univers qui est caractérisé par 4 dimensions. En gros, il y a 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Et là, tous les physiciens sont d'accord avec nous pour dire que le temps apparaît au moment du Big Bang, c'est-à-dire en fait au temps de Planck, le temps, comme propriété, si on peut dire, dynamique, associée à l'énergie, apparaît. Mais avant ça, le temps égale quoi, l'évolution. Mais avant ça, le temps n'existe pas. Sous cette forme-là, il existe sous une autre forme que les physiciens appellent le temps imaginaire. Et le temps imaginaire, c'est tout à fait autre chose. Parce que si le temps réel est associé à de l'énergie, vous savez, si on allumait une bougie sur cette table, par exemple, cette bougie, elle va brûler dans le temps. Elle nous permet de mesurer la durée, si on peut dire. Et cette durée, elle est caractérisée par un dégagement d'énergie, la lumière, la chaleur, etc. Mais ça, c'est le temps réel, associé à de l'énergie. Mais il existe un autre temps, qui est le temps imaginaire, qui, lui, n'est plus du tout associé à de l'énergie. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il est associé à de l'information. Ça, c'est pas nous qui le disons. Ce sont tout simplement des contraintes d'ordre physique et mathématique. C'est l'information qu'on retrouve chez nous, dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous disons, c'est que l'information est la réalité fondamentale. Et c'est elle qui précède l'univers physique. Avant le Big Bang, il y avait de l'information. La question qu'on peut se poser, c'est de quoi est faite cette information? Eh bien, selon nous, elle est faite de l'ensemble des lois physiques, des paramètres cosmologiques, de ce qu'on appelle les grandes constantes universelles, qui font que l'univers a le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Si on pouvait faire une métaphore un petit peu simple, on dirait que ce sont les plans, si on peut dire, qui correspondent à l'édifice dans lequel nous vivons aujourd'hui. Juste pour préciser cette notion de temps imaginaire, et pour que ceux qui nous observent en ce moment ne fassent pas de confusion. En fait, on pourrait croire que le temps dit imaginaire est un temps de l'imagination, un temps fictif. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un temps, en fait, qui, pour les mathématiciens et les physiciens mathématiciens, a une définition bien précise. C'est un temps qui est orthogonal, c'est-à-dire donc perpendiculaire, si on peut dire, à l'axe du temps réel, et qui est mesuré par d'autres nombres que les nombres réels. Il existe, pour les mathématiciens, on va dire 4 classes de nombres. 3 sont des nombres réels, les nombres entiers naturels, les nombres rationnels, les nombres irrationnels. Mais il existe une 4e famille qui est composée de ce qu'on appelle des nombres imaginaires. Et donc, le temps imaginaire est un temps mesuré par des nombres imaginaires. Alors,
premier qui a eu l'intuition d'appliquer ce type de mesure à un axe temporel, c'est le grand mathématicien français Poincaré. Et puis Minkowski, qui était un personnage absolument éblouissant d'intuition, qui était le professeur de mathématiques d'Einstein, vers le début du siècle, en 1907-1908, a eu l'idée de construire une nouvelle géométrie pour représenter ce qu'il appelait lui-même l'espace-temps. C'est la première fois qu'on a employé ce mot, et l'espace-temps combine donc 3 dimensions d'espace réel, comme il disait Igor, et une dimension, la 4e dimension, qui est une 4e dimension d'espace imaginaire, qu'on appelle le temps réel. Mais maintenant, si je vais faire une rotation dans ce qu'on appelle le plan complexe à cette 4e dimension, qui est une dimension d'espace imaginaire et de temps réel, oui, qu'elle fait une rotation de 90 degrés dans le plan complexe, alors elle va devenir une dimension d'espace réel et de temps imaginaire. Moi, je voudrais préciser un petit peu les choses parce que je pense que... Préciser. L'un précise, l'autre précise. Alors juste, oui, dites-moi, allez-y, je vous laisse préciser. Les auditeurs et les spectateurs qui nous écoutent en ce moment peuvent être un petit peu perdus dans cette notion de temps imaginaire. Bon, le temps réel, ils savent à peu près ce que c'est. C'est-à-dire qu'on sait qu'on se donne rendez-vous dans tel endroit, à telle heure. Bon, ça, c'est le temps réel. Maintenant... à telle heure, n'est-ce pas, monsieur Bogdanov? Oui, puisque nous sommes en retard. Nous vivons un peu dans le temps imaginaire, Grishka et moi. Mais nous avons proposé donc, dans nos ouvrages une métaphore qui permet de comprendre la différence entre le temps réel et le temps imaginaire. Lorsque vous êtes... il est 11 h du soir, vous rentrez chez vous, vous décidez de vous détendre et vous allez regarder un film. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez un DVD, vous l'introduisez dans le lecteur et là, vous rentrez dans le film. Qu'est-ce qu'il vous faut pour regarder ce film? Vous êtes dans le monde de l'énergie. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de l'énergie électrique, mécanique, etc. pour regarder ce film. Si vous n'avez plus d'électricité, évidemment, il n'y aura pas de film puisque votre magnétoscope ne tournera pas. Maintenant, lorsque vous avez vu le film, vous appuyez sur « Out », vous récupérez votre DVD. Et là, qu'est-ce que vous avez dans votre DVD? Dans votre DVD, d'abord, lorsque vous l'avez retiré du lecteur, il n'y a plus d'énergie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, on est dans un monde qui est hors de l'énergie. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que le temps réel et l'énergie sont profondément liés l'un à l'autre. Oui, ils sont liés par ce qu'on appelle en mathématiques une variable conjuguée. Donc, j'ai mon DVD entre les mains et réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que contient ce DVD? Il contient tout le film, mais il le contient en temps imaginaire. Autrement dit, j'ai toute l'histoire là qui est gravée dans le DVD, mais il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a qu'une espèce de présent global comme ça. Et ce présent global, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les informations qui ont été gravées dans le disque. Ces informations sont hors du monde de l'énergie. Et c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle, Grishka et moi, le temps imaginaire. Donc, on comprend, à travers cette métaphore du DVD, ce que c'est que le temps imaginaire. Le temps imaginaire, c'est de l'énergie condensée, c'est l'énergie imaginaire. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Vous aviez intérêt d'ailleurs à faire une précision qui valait le coup. Et là, du coup, ça a encore plus éclairci le débat. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de constante. Alors, laissons de côté un instant les origines, si vous le voulez bien. Avançons un peu l'horloge cosmique pour nous retrouver dans notre monde d'aujourd'hui. Celui-ci est régi par des forces connues. Hein, vous en avez aussi un peu parlé tout à l'heure. Il y a la force électromagnétique, par exemple, gravitationnelle et d'autres. Mais il y aurait une force bien plus mystérieuse et plus puissante. Et le côté obscur de cette force est qu'elle est située dans le vide interstellaire, donc dans ce qui constitue la plus grande partie de notre univers. Messieurs, est-ce cette force qui pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres à très grande vitesse depuis le Big Bang? Cette force qui se cache dans le vide, une force sombre, noire, je ne sais pas si on l'a définie aujourd'hui, mais est-ce que c'est cette force qui participe? On appelle ça l'énergie noire.